Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui fait l'effet d'un véritable séisme dans la fonction publique territoriale en France. L'année 2026 marque un tournant radical. D'un côté, on observe une montée des tensions au travail, mais de l'autre, la réponse hiérarchique, les fameuses sanctions disciplinaires, n'ont littéralement jamais été examinées d'aussi près par les juges. Tout est passé au microscope. Dans cette analyse, on va décortiquer cette nouvelle réalité et surtout mettre en lumière les pièges juridiques dans lesquels énormément d'employeurs tombent aujourd'hui. C'est parti. Alors pour bien comprendre l'ampleur du changement, écoutez bien cette phrase parce qu'elle résume absolument tout. Une sanction disciplinaire ne peut reposer uniquement sur la réalité des faits reprochés. Il faut vraiment s'arrêter une seconde là-dessus. Historiquement, c'était simple, non? Un agent commettait une faute, on prouvait cette faute, et bim, la sanction tombait. Mais ça, en 2026, c'est fini. La donne a complètement changé. Pourquoi? Parce que prouver qu'une faute a eu lieu, ce n'est plus suffisant. Aujourd'hui, le juge exige le pack complet. Une procédure irréprochable, une motivation en béton armé et une proportionnalité calculée au millimètre. Voici comment on va aborder tout ça aujourd'hui. On va d'abord poser le décor avec le climat si particulier de 2026. Ensuite, on regardera les deux plus gros pièges, à savoir les preuves fragiles et le problème de proportionnalité. On parlera aussi d'une nouvelle frontière assez fascinante concernant la vie privée. Et on terminera sur les stratégies que les RH doivent absolument adopter. Commençons donc par ce fameux climat de 2026, un paysage juridique qui, on va le voir, se durcit considérablement. Regardez un peu le rythme de ces décisions. Entre décembre 2025 et février 2026, c'est une véritable avalanche. De Nantes à Lyon, en passant par Marseille et Bordeaux, ces jugements majeurs sont tous tombés en l'espace de quelques semaines. Ce n'est pas juste une coïncidence ou quelques cas isolés, c'est une vraie lame de fond. La justice administrative a décidé de resserrer la vis et les directions des ressources humaines n'ont d'autre choix que de s'y adapter et vite. Et c'est là qu'on arrive au premier gros obstacle, le piège numéro 1, les erreurs de procédure et la fragilité des preuves. Concrètement, qu'est-ce qui coince devant le juge? C'est ce qu'on pourrait appeler la liste noire de l'employeur. Des témoignages qui se contredisent, des signalements qui sont faits à l'oral mais jamais formalisés, l'absence d'un constat écrit fait sur le moment, ou pire, un dossier qui repose sur de vagues rumeurs ou des impressions. La règle d'or aujourd'hui, elle est stricte et elle est sans appel. La charge de la preuve repose à 100% sur l'administration. Si ce n'est pas écrit et réfutable, ça n'existe pas. L'exemple le plus spectaculaire de cette exigence, c'est cette affaire jugée à Nantes fin 2025. On parle d'une situation extrêmement grave. Un agent révoqué pour alcoolisation au travail. C'est une faute lourde, on est d'accord. Pourtant, incroyable mais vrai, la justice a purement et simplement annulé cette révocation. La raison? L'employeur n'avait pas réussi à établir l'état d'alcoolisation de manière assez objective. Ça veut dire que même face à des comportements très graves, si la preuve écrite et incontestable manque à l'appel, la sanction saute. Le juge ne fait plus aucun cadeau. Mais attention, avoir des preuves béton, ce n'est que la moitié du chemin. Il y a aussi la méthode. Et là, on touche à ce qu'on appelle l'impartialité et les garanties procédurales. Récemment, à Bordeaux et à Lyon, les juges ont sévèrement sanctionné des employeurs pour défaut d'impartialité. À Lyon, par exemple, une révocation a été annulée parce que l'administration n'a pas pu prouver qu'elle avait analysé le dossier de manière totalement objective et respectueuse des droits de la défense. En clair, il faut non seulement prouver que l'agent a fauté, mais aussi prouver que l'employeur a été parfaitement juste dans sa façon de mener l'enquête. Ce qui nous amène à notre deuxième grand piège, le fameux décalage de proportionnalité. Imaginons que vos faits soient prouvés et que votre procédure soit nickel. C'est gagné? Eh bien non. Regardez ce contraste saisissant. À gauche, à Marseille, un employeur donne un blâme à un agent pour avoir imprimé un document de mutation. Résultat, annulé par le juge car c'est considéré comme une punition disproportionnée. Mais à droite, à Rennes, on maintient la révocation d'un agent pour de vraies fautes de gestion. La leçon ici, c'est que le juge décortique le contexte, l'ancienneté et le dossier complet de l'agent. La sanction doit coller à la faute avec une précision chirurgicale. Cela dit, rassurez-vous, quand les faits sont graves et que la sanction est juste, l'autorité de l'employeur est totalement soutenue. Retournons à Nantes, là, le tribunal a validé la révocation d'un agent alcoolisé qui avait provoqué un accident. Ce qui est fascinant dans ce dossier, c'est que le conseil de discipline avait suggéré d'être plus clément. Mais le juge a donné raison à l'employeur. Ça prouve qu'avec un dossier solide et juridiquement inattaquable, on peut maintenir une ligne ferme, peu importe l'avis des instances consultatives. Alors jusqu'ici, on parlait de ce qui se passe sur le lieu de travail. Mais préparez-vous parce qu'il y a une nouvelle frontière qui est en train de sauter, celle de la vie extra-professionnelle. Historiquement, on disait toujours qu'il y avait un mur étanche entre la vie privée et le travail. Ce mur vient de s'effondrer avec cette décision de la Cour de Bordeaux de janvier 2026. La Cour a validé l'exclusion définitive d'un agent stagiaire pour des actes de violence conjugale, des faits commis dans la sphère strictement privée. C'est un changement de paradigme énorme. La vie personnelle n'est plus un bouclier absolu si les actes entrent en conflit avec le statut d'agent public.
Vous vous demandez sûrement comment c'est possible juridiquement. C'est en fait assez logique. Un agent public, ce n'est pas un salarié comme un autre. Il est tenu à des obligations déontologiques très fortes. La dignité, l'exemplarité, la probité. Et ce, même en dehors de ses heures de travail. Si un comportement privé vient salir l'image de la collectivité ou détruire la crédibilité du service public, l'employeur a tout à fait le droit de le sanctionner. C'est une responsabilité immense qui pèse aujourd'hui sur les épaules du service public. Face à cette jurisprudence implacable, c'est l'heure du virage stratégique pour les ressources humaines. Pour synthétiser tout ce qu'on vient de voir, dites-vous que le juge utilise aujourd'hui une sorte de checklist mentale en 3 étapes. C'est la chaîne de contrôle. 1. La matérialité des faits est-elle prouvée de façon incontestable ? 2. La procédure a-t-elle été impartiale et de qualité ? Et 3. La sanction est-elle exactement proportionnelle à la faute ? C'est simple, si un seul de ces 3 maillons vient à casser, c'est toute la sanction qui passe à la trappe. Alors sur le terrain, ça demande quoi ? Fini le bricolage ou les sanctions prises sur un coin de table. Il faut maintenant une rigueur juridique absolue et une traçabilité sans faille dès qu'un incident se produit. Fini les témoignages flous, on veut du concret, du daté, de l'objectif. Et pour ça, il y a une urgence absolue, former les managers. Ce sont eux qui sont en première ligne. S'ils ne savent pas comment rédiger un constat ou figer une situation dans les règles de l'art, ils font courir un risque contentieux énorme à toute la collectivité. Finalement, tout ce qu'on vient de voir nous montre une chose. L'époque de la sanction disciplinaire facile est bel et bien révolue. C'est devenu un exercice d'équilibriste de la haute précision stratégique. Et ça nous amène à une réflexion cruciale pour conclure. Alors que ces procédures se transforment en batailles juridiques ultra complexes, est-ce que les employeurs publics locaux, des grandes métropoles aux petites communes rurales, sont vraiment outillés, formés et prêts à affronter ce virage ? C'est tout l'enjeu des mois à venir. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce décryptage. On se donne rendez-vous très vite pour la suite.